Ok. Et alors, en fait, il y a eu plusieurs phases, tu disais. Et en gros, l'idée, c'était de développer quoi? Donc en fait, l'idée à l'origine vient d'un médecin urgentiste de D'accord. l'hôpital de Besançon, le docteur Abdekouri, qui, lui, en tant que médecin urgentiste qui se déplace avec les véhicules du SAMU, où à chaque fois en fait qu'ils intervenaient sur un patient, par exemple en arrêt cardiaque, il arrivait, les pompiers étaient en train de le ventiler depuis 30, 40, des fois peut-être une heure, le temps d'une intervention. Ils le ventilaient manuellement. Et même si eux, ils arrivaient derrière avec des gros moyens, avec des Oui. ventilateurs mécaniques, avec un tas de dispositifs médicaux très avancés, quand le patient a mal été ventilé, mal oxygéné pendant 30 minutes, ils n'arrivaient rien à faire. Et ils se disaient, en fait, il y a quand même un gros gap technologique entre le simple petit ballon en plastique sur lequel on appuie pour envoyer de l'oxygène à un patient Et le... et la grosse machine Ouais. où il faut être médecin réanimateur pour pouvoir l'utiliser parce qu'il y a 15 paramètres à régler dessus. C'est des dispositifs qui coûtent entre 15 et 20 000 euros extrêmement avancés. Entre le ballon à 10 euros et le ventilateur à 20 000, On peut il y a peut-être quand même faire quelque chose quelque chose qu'on peut au faire peut-être au milieu, milieu. quoi. D'accord. Donc il s'est dit, voilà, il faut qu'on améliore la ventilation manuelle. Et il y a beaucoup de gens qui meurent d'une mauvaise ventilation, j'imagine, mais c'est quelque chose de Alors, fréquent dans les arrêts cardiaques qui est... le taux de survie dans l'arrêt cardiaque préhospitalier est entre 5 et 7%. On a entre 5 et 7% de chances de survivre à un arrêt cardiaque préhospitalier. Alors après, il faut faire attention à ce chiffre, Oui. puisqu'en fait, ça inclut énormément de choses entre la personne qui fait un arrêt cardiaque en étant toute seule chez elle, Oui. et puis qui est découverte le matin Oui, bien sûr. par l'infirmière qui Bien sûr, arrive. bien sûr, oui. Bon, forcément, ça Ouais, biaise ouais. un peu les chiffres. Mais en préhospitalier, on est entre 20 et 25% de chances de survie quand on est pris en charge tout de suite par son collègue qui débute directement le massage, etc. C'est pas beaucoup. Donc le taux de survie est très très faible. Quand même, hein, ouais, donc, Le taux de survie dans l'arrêt cardiaque est très très faible, malgré le fait qu'on ait mis en place des défibrillateurs oui, un peu partout depuis quelques années, que le massage, qu'on ait beaucoup aussi amélioré la partie massage cardiaque avec des systèmes en fait qui guident sur la profondeur du massage, sur la fréquence du massage, etc. Mais en fait, ce taux de survie stagne depuis une dizaine d'années. Et là, en fait, on s'est rendu compte que on a fait donc ce qu'on appelle deux bras. Donc certaines personnes n'avaient pas de monitoring sous les yeux, on faisait qu'enregistrer la qualité du geste, et d'autres personnes avaient le monitoring sous les yeux, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une différence. Moduler leur. Voilà, forcément, ils tu voyaient vois, vraiment, ils avaient un petit bar graphe, ils voyaient le bar graphe monter pour savoir quand s'arrêter, ils étaient guidés sur la fréquence. Et on s'est rendu compte qu'on passait de 15% de ventilation efficace quand on n'a pas de monitoring à 90% de ventilation efficace quand on a le monitoring. On est arrivé à ce moment-là aussi, ouais, effectivement, le monitoring, ça aide quand même beaucoup la ventilation. Mais il n'y avait personne qui avait jamais pensé personne à ça dans le monde. Je regarde les Américains là. Personne n'avait jamais pensé à ça. Et jamais ils se sont dit. Parce qu'en fait, la médecine d'urgence, c'est un peu le parent pauvre de la médecine. Ouais. On développe énormément de choses pour la médecine intra-hospitalière. On voit en imagerie médicale des avancées technologiques exceptionnelles, etc. Mais la médecine d'urgence, il y a très peu de choses qui s'y passent. On a souvent tendance à prendre une technologie qui est dans l'hôpital, on le met dans l'ambulance et c'est parti. Voilà, ouais, ok. Sans penser déjà un peu à toutes les contraintes qu'il peut y avoir de fonctionnement. Et puis, dans l'arrêt cardiaque, on s'est beaucoup concentré sur la partie massage cardiaque, défibrillation. Ça a été les gros sujets de recherche pendant une vingtaine d'années. Et du coup, la ventilation c'était un peu, non, c'est pas la ventilation d'urgence. On va d'abord faire circuler le sang, masser, et puis défibriller au besoin. Et puis la ventilation, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Et puis je me souviens, dans les journaux télévisés, ils en faisaient beaucoup, du fait à chaque fois qu'ils installaient un défibrillateur quelque part, assez génial, etc. Et puis tu as des petits mots partout maintenant, c'est devenu hyper commun, genre dans le tram, il y a un défibrillateur si besoin, nanana. Ça a mis en fait quasiment 15 ans à devenir en fait obligatoire dans les lieux publics, le défibrillateur. Ok, donc là pour la ventilation... Donc la ventilation... Et en plus c'est plus technique quand même. Et la ventilation est plus technique parce qu'un défibrillateur semi-automatique... Tu fais poum poum et... En fait, il n'y a pas de geste médical à faire. Ouais, tu te retires, en fait tu colles les patchs. On colle les patchs et puis tu te retires et la machine fait tout toute seule. Alors que la autonome. Ventilation, il faut aller positionner la tête et il y a un geste quand même technique à faire. Donc c'est pour ça que la ventilation reste en fait pour l'instant uniquement dédiée à des professionnels médicaux
des gens qui sont formés à la ventilation, donc que ce soit des pompiers ou des médecins, mais c'est pas faisable entre guillemets par le grand public. Le commun du mortel. Et en fait, on a beaucoup travaillé donc, avec les pompiers de Paris au début, avec les pompiers donc, du département du Doubs, avec aussi un peu les équipes du SAMU du département de Besançon. Donc on a commencé à constituer un peu un panel d'utilisateurs comme ça qui nous a un peu guidés. Donc constituer un premier cahier des charges. Et en parallèle de ça, on a commencé à monter des dossiers de financement. Et ça prend. Donc on a monté donc, un dossier pour le concours iLab. Oui, ok. Qu'on a gagné donc, en 2018. Et le concours iLab, en fait, ça a été vraiment notre première source de financement qui nous a permis de se dire, ok, maintenant on peut avancer plus sereinement. C'est quoi, c'est 400 000 euros, non? Alors c'est jusqu'à 400 000 euros, nous on avait eu autour des 200 000 euros. Ce qui est déjà... en fait, c'était par rapport au projet qu'on avait présenté. Ce qui est bien. Ce qui était énorme pour nous, parce qu'on nous donnait 200 000 euros pour développer notre produit sur la base d'un cahier des charges, et ça faisait 5 mois qu'on avait créé la société, donc c'était... Donc là, en fait, c'est ça qui nous a permis derrière de pouvoir contractualiser avec des sous-traitants pour le développement. Ouais. Et puis aussi d'embaucher du coup les salariés qu'on avait à l'époque en stagiaire, leur les mettre proposer en contrat, un contrat derrière. C'était facile.